Bienvenue sur Terres Intimes, le podcast qui plonge dans la sexualité et l'intimité de personnes comme vous et moi. Je reçois dans ce nouvel épisode Nina, une jeune femme de 30 ans. Nina est le genre de personne avec qui on peut parler des heures. C'est une amoureuse de la vie, de la musique et de la joie. Elle a eu envie pour cette interview de mettre en lumière les challenges qui existent lorsque l'on est attiré par une personne du même sexe. J'ai découvert une dimension de Nina, une terre intime que je ne connaissais pas et je suis honorée de vous la présenter aujourd'hui. Ensemble, nous avons parlé d'une planète bisexuelle, d'introspection, d'imaginaire hétéronormé, de fierté et d'exploration. C'est parti. Bonjour Nina. Bonjour. Bonjour Juliette. Est-ce que tu vas réussir à rester sérieuse pendant toute cette interview ? Non. Très bien. Je pense pas. Ça me va très bien. On se connaît depuis très longtemps, ça fait plus d'une décennie. Donc c'est un honneur pour moi de t'interviewer aujourd'hui. Et pour commencer cette interview, comme toutes les autres interviews de Terres Intimes, est-ce que tu pourrais me dire l'âge auquel tu as commencé à te poser des questions sur la sexualité ? Qu'est-ce que la sexualité ? L'âge où j'ai commencé à me poser des questions, c'est compliqué ça, je dirais 6 ans. Tu te posais quoi comme question ? C'était... Non, alors, je nommais pas ça la sexualité. L'âge où les autres ont pu éventuellement m'émoustiller. Non, peut-être pas 6. Peut-être... Vraiment me poser des questions, 11. Vraiment me poser des questions sexuelles, 11. Parce que j'ai entendu des émissions de radio qui en parlaient et qui mettaient le mot sexualité dessus. Plus tard, j'ai compris que c'était relié à ça, mais je ne l'avais pas conscientisé. Tu te tournais vers quelle personne pour en parler si t'avais des questions ? J'écoutais beaucoup la radio, les radios libres. Du coup, je posais pas trop de questions. J'écoutais surtout tout ce qui se racontait à la radio, en cachette dans mon lit. Et sinon, le dialogue a toujours été hyper ouvert avec mes parents. Et puis les copains. Est-ce que ton identité sexuelle, elle a toujours été claire ou pas ? Pas du tout. Cet éveil, ou en tout cas cette réflexion autour de ton identité sexuelle, comment tu l'as trouvée et est-ce que tu l'as trouvée en fait aujourd'hui ? Alors je suis pas très fan des étiquettes, je trouve ça bien de pas en avoir et de pas en mettre à vie, parce que ça peut évoluer dans la vie. Et donc à la question est-ce qu'on se trouve, est-ce qu'on trouve son identité, je ne sais pas. Par contre on est de plus en plus droit dans ses bottes, je pense, avec le temps. Moi le virage majeur c'est quand même mon attirance pour les personnes du même sexe que moi, les femmes. Donc oui, le jour où j'ai un peu compris que j'étais attirée par les femmes, il y a eu un changement. Et tu t'es tournée vers quoi pour comprendre un peu ce changement ? Est-ce que c'était quelque chose qui est apparu à ta conscience petit à petit ? Est-ce que c'est en lisant des livres, en regardant des films ? Comment ça s'est déclenché ? J'ai constaté que certaines femmes ou filles me perturbaient. C'était un peu un jardin secret. Pas inavouable parce que pas tabou chez moi, mais un peu, très 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 intime. Au lycée, j'avais des couples de nanas autour de moi, et je crois que là ça m'a fait une grosse claque. Je me suis dit ah oui en fait, c'est normal, ça existe, c'est même admirable, et mince en fait ce truc-là il est pas obligé d'être enfoui, voilà. Tu gardes quoi comme souvenir de tes premières expériences ? Très impressionnant. J'étais hyper libérée au niveau tchatch, au niveau déconnade. J'aime bien le GT. Mais au niveau... Après, quand on se retrouve dans le pieu avec quelqu'un, ou même pas forcément dans un lit, mais en tout cas, j'étais très impressionnée. Ouais. Et donc, t'as eu des expériences avec des hommes et avec des femmes ? Oui. Est-ce que tu pourrais me raconter une fois qui vraiment t'a marqué dans le début de tes expériences ? Je demande parfois à des personnes de me raconter leur première fois, sauf que dans première fois, il y a plein de connotations, donc qu'est-ce que toi tu choisirais de raconter ? Parce qu'il y a plein de premières fois. Exactement. Ma première nuit avec une fille, c'était assez drôle quand même, parce que j'étais... En fait, ma première fois dans un lit avec une fille était un peu comme ma première fois dans un lit avec un garçon. C'est-à-dire que j'étais un peu pétrifiée et je savais pas trop quoi faire, alors que j'avais très envie, mais j'ai senti vraiment des limites, j'étais pas capable d'aller plus loin. Ça, c'est assez drôle, ouais, j'avais jamais réfléchi. Sinon, il y a aussi la première fois que ça a été fluide, au contraire. Désolée pour le mot fluide.
Ouais, la première fois que ça a été hyper naturel et où je me suis pas posé de questions. Je trouve que c'est une autre première fois. Comment tu passes de ne pas savoir à savoir comment c'est fluide? C'est quoi? C'est l'expérience? En parler avec des potes? C'est de la confiance en soi? Je pense qu'il y a quelque chose qui est très lié à la confiance en soi, en effet. Et je pense que c'est le même bien-être que quand en société, dans un groupe, face à quelqu'un. Je pense que le malaise que j'ai pu ressentir au tout début dans ma sexualité, en fait, je ressentais le même socialement. Comment on se sent réellement au fond de soi, ça n'a rien à voir avec l'image qu'on peut donner. Quelqu'un de très à l'aise peut avoir l'air très à l'aise. Moi, je pense que j'avais l'air assez à l'aise. Et pourtant, c'est comme s'il y avait un truc qui était pas aligné complètement au fond, quoi. Et tout a commencé un peu à se libérer en même temps. Je pense que quand même cette attirance pour les filles, c'était un truc très 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 caché, qui devait très certainement me déconnecter un peu des autres et je me sentais pas pleine, on va dire, avec les autres. Et quand même, quand j'ai commencé à l'assumer et à le dire, en fait, tout simplement, ça a commencé par être un jeu. Une copine, je me souviens, me disait qu'en gros, si on osait le dire, si on osait aller vers les autres, il y avait quand même peu de chances que ça rate. C'était cet excès de confiance complètement débile, parce qu'évidemment, c'est pas vrai. Mais je me souviens qu'à 16 ans, ouais, je me suis dit, mais en fait, évidemment, enfin, si je vais chercher quelqu'un, et ben, comme personne n'y va, y a pas de raison que ça marche pas, quoi. Du coup, je pense que le jeu de le dire, c'était vraiment, on arrive en soirée, et puis, en fait, on crie un peu sur tous les toits, quoi. Et droit dans les yeux, tu dis à quelqu'un, bah oui, moi, en fait, j'aime les nanas. Et là, j'ai constaté que, déjà, tout le monde commençait à te confier que elle aussi, ou enfin voilà, c'est-à-dire là je me suis dit ok, en fait la planète entière est bisexuelle au moins. Et c'est ça en fait, c'était vraiment je pense quand même sans parler de coming out, et ça ne me définit pas du tout entièrement, mais par contre ça a complété une sacrée case en moi, quoi. Je sais que t'aimes pas trop les mots, mais justement ce coming out, finalement tu l'as fait petit à petit dans cette période-là. Est-ce qu'il y a eu un épisode particulier avec tes parents, avec tes proches? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un avec qui ça a été plus délicat? J'ai jamais ressenti le besoin de faire un coming out. Peut-être que... Mais il y a quand même de l'assumer, de le dire auprès de ses amis. C'est un premier espèce de coming out. Et puis auprès de sa famille, c'est aussi un deuxième coming out. Bon, le premier petit, c'était un peu au lycée, justement, quand j'ai commencé à plus le cacher, à l'afficher. Et puis, auprès de ma famille, disons que tout a été très progressif, parce que j'étais du genre très fière d'aller à la Gay Pride. J'en parlais souvent, mais il y a quand même eu un gros virage, c'est que j'avais eu des histoires, mais disons que j'ai eu une longue relation, et je m'étais toujours dit que je le dirais officiellement à mes parents si j'avais une longue relation, parce que c'était peut-être de l'ordre de l'expérience et qu'ils sont pas obligés de tout savoir tout le temps. Et là, il y a quand même eu un sacré événement, ouais. Tu voudrais nous raconter une anecdote de cet événement, parce que tu me fais rire, t'arrêtes pas de sourire derrière le micro. Non, c'est marrant quand même. Ça faisait plus de 5 ans que j'avais l'impression que j'avais aucun problème avec le fait d'avoir des relations homosexuelles, et aucun problème de confiance, aucun problème enfin, ça allait très bien, quoi. Et puis en fait, je me suis retrouvée hyper intimidée. Ça me tenait tellement à cœur, et j'étais tellement amoureuse qu'en fait, je me suis retrouvée hyper con à être préoccupée pendant des mois de ce que pensaient mes parents, alors que je pensais vraiment n'avoir rien à faire. Et non, en fait, pendant des mois, j'ai eu l'impression que ma mère avait peur pour moi, que ce soit compliqué, parce que c'est compliqué d'être amoureux dans les rues de Paris, de tenir la main d'une fille, de lui faire des bisous, il y a des regards, et en fait, toutes mes peurs en moi, je les ai foutues sur leur dos, alors qu'en fait, c'était juste, elles étaient en moi, quoi. Et là, ça devient très intéressant, parce qu'on se retrouve encore face à des trucs à régler, à travailler, et pour se sentir bien, quoi. Bah justement, tu m'as parlé du fait que l'introspection, quand on a une attirance homosexuelle, elle est très forte, parce que justement, t'as toutes ces peurs qui sont en face de toi et tu dois y faire face pour exister ou exprimer ce que tu ressens. Est-ce que tu pourrais me parler de cette idée d'introspection qui était importante pour toi et qui l'est aujourd'hui? Il y a quelque chose qui revient assez régulièrement ces derniers temps dans ma tête, c'est que j'ai l'impression qu'on construit dans l'inconfort. Beaucoup. En tout cas, au niveau de la confiance en soi, ça joue énormément. En même temps, je dis ça, et depuis que je suis née, je suis dans un confort extraordinaire de ma famille, de tout ça. Mais de se mettre un peu, pas en danger, mais en tout cas dans l'inconfort, on va chercher hyper loin en soi. C'est comme quand on a un échec, quand on vit quelque chose de perturbant, de déstabilisant. C'est la fin du monde, et en fait, quand on se relève, on a appris quelque chose, et on se sent encore plus fort qu'avant, quoi. La plupart du temps.
Et par rapport à l'homosexualité, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment extrêmement fort. Et si c'est bien fait et si on est bien entouré, et évidemment ça peut être très très dur et jamais accepter son homosexualité. Mais en fait, un couple hétérosexuel, si on veut correspondre au schéma de la société et d'y aller avec une grande flemme, on peut carrément faire comme tout le monde, se trouver un mec, faire une petite vie sympa, voilà, être amoureux, vivre ensemble, se marier, parler d'enfants, aller aux fêtes, aller au dîner de famille, enfin c'est voilà. Et là, d'une certaine manière, on dérange personne. On sort pas des clous, on se fait pas plus observer que ça. Et après, on peut commencer à foutre un peu les pieds dans ce qui sort un tout petit peu de la triste normalité. On peut se retrouver avec quelqu'un de couleur, on peut se retrouver avec quelqu'un de beaucoup plus âgé, on peut se retrouver tout seul et être bien tout seul aussi. Enfin bref, on peut se retrouver dans des situations qui commencent un tout petit peu à attirer l'attention et à être un peu à questionner les autres, quoi. Où là, tout d'un coup, on se retrouve face à vraiment le regard des autres. Et donc la relation homosexuelle, ben évidemment que c'est au cœur de tout ça. Et du coup, ou on le vit mal, ou on refoule, et donc parfois on le cache, etc. Ou on se dit qu'il faut accepter un truc et qu'il faut faire un travail par rapport au regard des autres. Et ce travail-là, si on sort pas de la normalité, en fait on n'a presque pas à le faire. Et c'est fatigant. Et les gens sont fatigués et n'ont pas envie de faire ce travail-là. Et donc du coup, je pense que de faire ce travail-là, c'est énorme en fait pour sa confiance en soi, son chemin dans la vie, en fait, peu importe... Du coup, je trouve ça très 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 intéressant de voir le travail qui nous est imposé quand on se prend toutes les remarques et les regards des gens dans la gueule. Je trouve ça génial, quoi. Et comment tu l'as fait ? La première étape, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était de voir ça comme un jeu, et j'ai eu la chance de pouvoir vivre ça comme un jeu, de pouvoir, dans mon gentil petit quartier bobo du Marais, avec mes copains bobos, à aller en soirée et à le crier sur tous les toits. J'aurais pu ne jamais rencontrer de couple à mon âge. Enfin, j'aurais pu ne pas être dans un milieu à l'aise, donc j'ai eu énormément de chance. Disons qu'il y avait une porte ouverte et je me suis dit oh là là, il faut absolument que j'aille voir là-bas. Et après c'est tirer un fil et puis tirer un autre fil, et c'est ça qui est génial. Et du coup, j'ai réalisé que déjà moi ça me permettait éventuellement de rencontrer des filles, de le dire, puis d'en rencontrer d'autres attirées aussi par les filles. Donc ça a été le démarrage. Puis voilà, quand on nomme pas les choses, on n'est pas au courant, on n'entend pas, on voit pas, et puis quand on nomme les choses, on se rend compte que c'est comme le jour où on veut s'acheter une robe dorée, tout d'un coup on voit des robes dorées partout dans la rue parce qu'on est obsédé par la robe dorée. Et moi je suis devenue obsédée par les filles qui aimaient les filles, et tout d'un coup constater qu'en fait j'en croisais 5 par jour, quoi. Alors qu'avant j'étais pas au courant. Aujourd'hui, comment tu te sens par rapport aux nanas que t'aimes dans la rue ? Est-ce que tu te sens mieux par rapport à l'espace public ? Alors moi, il y a quelque chose qui m'a quand même toujours intriguée, c'est que j'étais, c'est marrant, je parle au passé, attirée par les hommes, mais j'ai toujours senti, quand je me retrouvais à flirter avec un mec et avoir une histoire avec un mec, j'ai toujours senti des automatismes et un modèle qui m'écrasait la tête. Comme si fallait aller par là et fallait faire ça, et c'était ça qui marchait, et on joue comme ça, on fait ci, on fait ça, et puis paf, ça marche, et c'était presque pas moi en fait, c'était une manière de faire, je savais qu'il fallait faire comme ça, j'essayais de copier peut-être, j'en sais rien, enfin voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu des histoires avec des mecs donc au début de ma sexualité, mais j'ai commencé à avoir des histoires avec des filles, et en fait j'ai pas senti ça avec les nanas, quoi. C'était comme si dans ma drague avec les nanas, j'étais superwoman, quoi. J'étais complètement moi-même, et alors là, mes amis en général s'éclatent à me dire que je suis tout simplement gay et que je suis simplement bien quand je suis avec des femmes. Peut-être. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de modèle avec l'homosexualité. Alors il peut y en avoir parce que tout existe, et qu'évidemment il y a des nanas très masculines qui veulent avoir un espèce de rôle un peu masculin et qui cherchent des nanas très féminines. Mais ce qui me fascine moi dans les relations entre femmes, c'est qu'en fait on peut avoir toutes les casquettes. C'est comme avoir une page blanche et plein d'options, plein de stylos, plein de crayons de couleur, et puis en fait on fait ce qu'on veut, quoi. Alors qu'avec un mec, alors évidemment, heureusement que c'est pas le cas pour tout le monde, et je le répète, je ne suis pas anti-mec et anti-relation hétérosexuelle, mais sinon tu ne parlerais pas. J'ai l'impression que dans un couple hétérosexuel, le travail pour se détacher d'un certain modèle, il faut avoir envie de le faire, alors que dans des relations homosexuelles, tout existe, quoi. L'une des grosses problématiques aujourd'hui, c'est qu'il y a aucun imaginaire. Il y en a pas aucun, mais il y a quand même
pas beaucoup d'imaginaire lesbien ou bisexuel, enfin c'est surtout l'imaginaire hétérosexuel qui est mis en avant, et c'est un imaginaire qui est très spécifique. Et moi j'ai très hâte parce que Mona Chollet va sortir un livre sur la sexualité dans les couples hétérosexuels et comment le patriarcat s'invite dans chaque chose, et ça va déconstruire énormément de choses. Et ce que j'adorais quand on en avait discuté avant, c'est que tu me disais que il y avait beaucoup plus de polyvalence et de diversité dans les relations qui sont homosexuelles ou des relations qui sont pas hétérosexuelles, parce que il y a un cadre qui est posé en hétéro, tu fais comme ci, tu fais comme ça, la pénétration, les préliminaires, etc. Déjà il y a un problème avec ce mot préliminaire qui me perturbe, mais bref. Et en gros, et alors que en homosexuel, il y a tellement pas d'imaginaire que vous pouvez tout imaginer. Et justement, il est aujourd'hui en train d'être construit. Mais moi, j'ai réalisé un truc, là on part dans de très intime, mais j'ai réalisé quelque chose il y a pas très longtemps, c'est que, en fait, quand on se retrouve dans des relations avec des femmes, alors il y a beaucoup de femmes féministes, il y a beaucoup de vraiment combats contre le patriarcat, combats contre ces rôles, et donc aussi un petit peu contre la domination, etc. Et en fait, qu'est-ce que tu fais quand, en fait, ce rôle-là t'excite, par exemple, en fait, tu trouves ça absolument génial, et que tu décides de l'avoir. C'est ça qu'il faut pas oublier, c'est que la clé, de la sexualité universelle, c'est pas tout le monde égal, tout le monde égal, bref. C'est pas ça. C'est évidemment qu'il y a des rôles, des fantasmes, plein de choses qui excitent, on n'a pas tous les mêmes. Mais ce que j'adore, moi, quand on commence à assumer ce qui nous plaît, ce qui nous excite, ce qui est génial, c'est qu'en fait, avec une femme, on peut décider de jouer à ça à un moment, en fait. Et on peut décider d'avoir un rôle dominant, un rôle soumis, on peut décider de tout ce qu'on veut, et entre un homme et une femme aussi, mais physiquement, c'est un puzzle quand même assez clair, quoi. Il y a encore une fois plein d'autres options, mais avec une femme, enfin les relations entre deux femmes, c'est hallucinant, quoi. Il y a une capacité à alterner 3 fois en 10 minutes si on veut, enfin, qui est complètement dingue en fait, et qui est géniale, qui est hyper épanouissante, et je sais pas, alors il y a peut-être aussi des femmes qui font l'amour d'une seule et unique manière, et c'est un peu chiant, enfin tout existe. Elles sont très heureuses, mais en tout cas toi ça t'ira pas, quoi. Le truc de domination, moi j'ai des potes qui sont hétérosexuels et qui font face à ce problème de mais moi je suis super excitée quand je me fais dominer, quoi. Et en fait j'essaie de déconstruire cette idée que c'est un problème, c'est plus que tant que c'est fait consciemment. Genre là je sais que j'aime ça consciemment, j'aime quand tu me domines, mais par contre c'est pas un système de domination qui est intégré, une dynamique qui est intégrée dans notre couple à tout moment de la journée. C'est juste là tu peux clairement dire bon ce soir. C'est là où peut-être il y a du travail à faire du côté des hommes et du côté des femmes. Du côté des femmes, à ne pas accepter constamment ce rapport imposé dès le départ par les hommes qui constamment ne se mettent que dans ce rapport à la femme. Les hommes qui veulent absolument tout le temps dominer, et les femmes qui du coup par principe, là on remonte à des centenaires et des millénaires de domination un peu animale, et dans toute l'histoire de la femme aussi. Oui, c'est dans l'inconscient collectif, cette domination. Mais après c'est un travail à faire dans les deux sens, quoi, que les mecs réalisent qu'en fait ça va pas exciter toutes les nanas, d'être soumises, et dans l'autre sens aussi, quoi, qu'en fait les nanas peuvent tomber sur des mecs qui n'ont pas envie de ça. Alors j'ai un peu l'impression que les femmes sont ces dernières années en train de faire un travail énorme sur elles, et que les mecs sont un peu à la ramasse. Et en même temps, je suis moi-même entourée de mecs tellement incroyables qui réfléchissent et qui sont super ouverts, que j'ai l'impression que le monde avance super et c'est génial. Sauf qu'en fait, quand je sors de mon cercle d'amis, c'est pas encore ça. Et du coup, ouais, ce serait bien qu'il y ait un masculinisme, on n'arrête pas de dire le féminisme, oui, il y a des mecs féministes, mais la terre entière a pas besoin d'être féministe. Ce serait bien qu'il y ait une conscience aussi masculine, une révolution de, on est sensible, on est tendre, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas envie de ça. Je passe mon temps à croiser des mecs qui me disent qu'ils s'identifient pas du tout à ce rôle dominant, qui, eux, je les vois complètement soumis à leur rapport avec leurs copains. C'est pathétique, ils se pavanent c'est vraiment, désolé du terme, mais c'est le combat entre couilles, quoi. Et ça se sent à 50 km que les 2/3 sont mal à l'aise et essayent de faire des blagues de plus en plus grasses, de plus en plus, je sais pas, pour sortir les poils. Et en fait, ils sont mal à l'aise, quoi. Et c'est à eux de faire ce combat aussi de... en fait, c'est pas ce rapport qu'on a envie d'avoir les uns avec les autres. On a le droit de se faire un câlin, on a le droit d'avoir de la tendresse l'un pour l'autre. On n'est pas forcément pédé, on n'est pas forcément... En fait, eux, ils ont un travail à faire là-dessus. Alors peut-être qu'ils ont pas conscience que nous, on voit tout ça, hein. Ou alors c'est moi qui suis voyante. J'imagine... j'ai entendu quelqu'un d'incroyable à la radio, j'ai oublié son nom évidemment, mais qui faisait un peu un combat de tendresse. Et c'était génial d'entendre un mec...
dire tout ça en fait. Et je pense qu'on a besoin de ça et les femmes, il faut continuer à exprimer le fait qu'on est attiré par ça aussi, pas que par l'espèce de grosse brutasse. Pour moi, la révolution masculine, des hommes, des personnes avec des pénis, elle est nécessaire. Et moi, je dis à des potes qui s'énervent un peu contre les féministes, genre oui, les féministes, il faut qu'elles repensent les hommes. Et en fait, je suis là, mais c'est votre taf aussi. On peut pas tout faire pour vous. Elles peuvent pas aborder tous les sujets, quoi. Et avec tous ces éléments qui sont là aujourd'hui, comment tu définirais une belle sexualité ? C'est quoi pour toi une belle sexualité ? Je dirais d'être en phase avec ce qu'on est au moment T. Parce qu'on n'a pas envie de la même sexualité tous les jours, on n'est pas de la même humeur tous les jours. Donc je dirais qu'une belle sexualité, c'est une sexualité qui s'écoute sur le moment présent et du coup avec quelqu'un qui est aussi à l'écoute de ça. Et une belle sexualité, c'est comme un beau film, c'est comme passer un moment incroyable entre amis. Je trouve que c'est du moment présent fois 10 000 quoi. Est-ce que par rapport aux différentes relations que t'as eu différents rapports au consentement ou t'as ressenti différents rapports au consentement ? Ouais, peut-être que... avec des mecs, je pense que quelquefois c'est arrivé, j'en avais pas forcément envie. Et avec les nanas, elles en avaient peut-être pas forcément envie. Non, je rigole. Je blague. Avec les nanas, non, est-ce que c'est pas vraiment du consentement ? Après, c'est de l'envie. Est-ce qu'elle est là, elle est pas là ? T'arrives à plus communiquer peut-être avec les femmes qu'avec les hommes ? Ça évolue encore tellement ces dernières années que ça ne cesse d'évoluer. C'est incroyable. Rien que de commencer un peu à dire ce dont on a envie, ce qui nous plaît. Même ça, je trouve que ça prend tellement de temps. Ça fait plus de 10 ans que j'ai une vie sexuelle maintenant. Et il y a des choses que j'ai scandaleusement découvert il y a 1 an, 2 ans, quoi. Genre quoi ? L'orgasme. Bonjour. Et alors, c'était comment ? C'est un peu du pur hasard. Et je me suis dit, oh purée, ça fait presque 10 ans que je me demande si je l'ai atteint ou pas. Et puis en fait, non, clairement, là, c'était assez clair. Et ouais, ça, c'est la grosse claque dans la tête. Hein. Voilà, donc là, c'est reparti pour 10 ans de recherche. Non, mais ça, c'est un exemple énorme, mais ouais, je pense vraiment que notre sexualité, elle évolue avec nous, quoi. Et on grandit, on apprend plein de choses, on rencontre différentes personnes, on est attiré par de nouvelles choses, et plus on se sent bien dans ses baskets, moins on cherche parfois des choses qui nous dérangent, du conflit, j'en sais rien. Au bout d'un moment, peut-être qu'on est plus posé, et du coup, tout d'un coup, on est excité par d'autres choses, quoi. Est-ce que tu te sens connecté avec ton désir ? Oui, plutôt au quotidien, oui. Dernièrement, tu m'as dit que t'étais plutôt attirée par les femmes de 40 ans. Est-ce que tu pourrais m'expliquer cette lubie ? Ça rejoint la maturité, la curiosité que j'ai, je pense, pour les gens, pour plein de choses. Et j'aime beaucoup... En fait, j'ai toujours été entourée de personnes plus âgées. Dans la musique, dans le milieu professionnel, artistique dans lequel je baigne depuis un moment. Je suis tellement curieuse que je pense que j'ai toujours un petit peu apprécié être en présence de gens qui avaient beaucoup d'expérience. Donc j'étais un peu une éponge. Et puis, j'imagine, c'est la suite logique des choses. D'avoir passé autant de temps avec des gens plus âgés, ça fait qu'en fait, je me sens bien avec eux. C'est tellement riche, en fait, tout ce qu'on partage avec... Mais bon, il y a des personnes qui ont 15 ans de plus que soi et qui sont très chiantes. Et heureusement, c'est pas, encore une fois, une étiquette. Mais c'est souvent des personnes qui savent un peu plus ce qu'elles veulent aussi. Et là, on n'est plus dans l'expérience. Je sais pas comment expliquer pourquoi ça m'attire. Je trouve ça juste beau, en fait. Une femme de 40 ans, c'est une espèce de sommet de la vie, quoi. Est-ce qu'elle t'a plu la dernière fois où t'as fait l'amour ? Oui, beaucoup. J'ai vraiment la même sensation après une incroyable partie de jambes en l'air. J'ai la même sensation que parfois quand on rencontre quelqu'un et que c'est complètement fusionnel et qu'on se connecte à quelqu'un, qu'on passe, ça peut être 1 heure à boire un verre, à avoir une discussion incroyable ou alors d'écouter une musique qui nous transporte. En fait, on est connecté avec un espèce de truc présent un peu indéfinissable. Et en fait, se connecter à quelqu'un, c'est un peu... Ça, je découvre ça ces derniers temps aussi. C'est qu'en fait, la sexualité, elle est presque un peu mystique et hyper... pas que dans la connexion
physique, tactile et vraiment corporelle des corps. Enfin, on peut avoir l'impression de faire l'amour avec quelqu'un en faisant la musique avec, quoi. Du coup, je crois que c'est la connexion entre les gens, en fait. Et on n'est pas toujours disponible parce que souvent, on est un petit peu préoccupé par ses propres problèmes, sa journée, son boulot, ses soucis familiaux, enfin personnels. Et du coup, en fait, on est un peu fermé. Et de s'ouvrir aux autres, enfin, moi, c'est ça qui m'épanouit, quoi. Et du coup, au lit, c'est un peu pareil, en fait. C'est d'accepter l'autre comme il est et d'essayer de comprendre son envie du moment, son désir et de se lancer dans l'aventure instantanée. Comment est-ce qu'on pourrait faire, d'après toi, pour nourrir un imaginaire qui soit plus hétéronormé ? Peut-être que la masturbation, au final, comme c'est quelque chose avec soi-même et sans personne, peut-être réfléchir un petit peu à ce qui nous excite quand on est tout seul, en fait. Son imaginaire, vraiment son petit monde intime, personnel, un peu comme quand on a 12 ans, et puis en fait après on oublie parce qu'on se retrouve dans le tourbillon de on drague comme si, c'est comme ça dans les films, c'est comme ça dans les chansons, il faut faire ça. En fait, repenser à où est-ce qu'on s'en va tout seul dans sa tête. Alors je dis la masturbation parce que c'est le premier exemple sexuel que j'ai avec soi-même. Mais ouais, repenser à son imaginaire et à quoi on rêve en fait quand on est tout seul dans sa tête et qu'est-ce qui nous transporte, quoi. Tu parles de masturbation et moi la masturbation, je l'associe beaucoup à l'amour de soi. Est-ce que tu l'aimes ton corps ? Oui. Ça dépend des phases, ça dépend des moments. Parfois, je passe le miroir et je me dis « Oh, quelle grosse bombe !» Et parfois, je préfère pas regarder parce que je sens que c'est vraiment pas la bonne journée. Et après, avec quelqu'un d'autre, c'est encore différent parce que on n'est pas regardé toujours de la même manière. Et il y a des personnes qui nous font nous sentir incroyablement belles et d'autres pas plus que ça. Et comment tu fais pour nourrir l'amour de ton corps, l'amour de soi ? Est-ce que tu as des méthodes ? Est-ce que tu as des choses qui t'aident au quotidien ? Ou est-ce que tu laisses vraiment ça couler en fonction des jours ? On n'a pas toujours le temps de penser à soi et de prendre soin de soi. Ces derniers temps, j'ai un peu trouvé l'équilibre de prendre soin de mon corps vraiment de manière très concrète, quoi. Bien manger, faire un peu de sport. Et c'est assez radical en général. Quand je me sens un peu pas top, je fais un peu de sport, 2-3 jours où je fais gaffe et je me sens vachement mieux tout de suite. Oui. C'est vachement sympa. Faut juste le faire, mais en tout cas, moi, ça m'aide. J'ai l'impression d'être une grande athlète quand j'ai fait 10 minutes d'abdos, alors que après, je constate que c'est pas du tout le cas, mais... Non, mais il y a vraiment un truc psychologique. Moi, quand je me sens pas bien, je fais 2 jours de sport et j'ai l'impression d'être une bébon après. C'est ça. Alors que c'est rien se passé, hein. J'ai pas fait grossir des abdos de malade sur mon bidon en 2 jours, hein. Samedi, c'est la Gay Pride. C'est important pour toi d'y aller ? Alors ça, pareil, il y a eu plein de phases. Quand j'étais ado, c'était important pour moi parce que c'était une espèce d'exorcisme nécessaire où j'avais besoin d'aller gueuler dans la rue et de voir plein de gens comme moi qui en étaient fiers. Et je me disais, ah oui, il faut que je sois fière aussi. J'adore faire la teuf, donc c'est carrément aussi une des raisons principales pour lesquelles j'ai toujours envie d'y aller. Ouais, voir les autres fiers, heureux et se lâcher et pendant ce moment d'avoir absolument plus peur du regard des autres. Et en fait, on se demande pourquoi c'est une fierté et pourquoi c'est la Gay Pride. Et en fait, je parlais du travail à faire sur soi quand on est homosexuel et les gens n'imaginent pas, en fait, le combat que c'est de supporter le regard des autres, d'être soi-même, en fait. Et du coup, oui, c'est une fierté et oui, il y a la marge des fiertés parce qu'en fait, on est obligé d'en être fier. Si on n'en est pas fier, on supporte pas, en fait, le regard des autres. Et ça, les gens le voient pas, le savent pas. Mais passer 24 heures dans le corps d'une gay ou d'un gay, vraiment, c'est... Donc je pense que la fierté, elle aide à équilibrer et à revenir à la fameuse norme qu'on est censé trouver apparemment, mais... Non, elle est en train de péter et c'est plutôt pas mal. Non mais voilà, le regard des autres, on l'aura toujours dans n'importe quelle situation, puis dans un milieu on se sent bien, dans un autre milieu on se sent pas bien, donc on est constamment confronté à ça et du coup la Gay Pride ça participe à ça je pense, donc c'est super important. Et puis moi, mon combat, il va bien et j'ai beaucoup avancé, je me sens super bien. Par contre, le combat des autres, c'est encore pour certains très compliqué. Dans certains pays, c'est très 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 compliqué. Et en fait, on a la haine, quoi, pour certains pays qui condamnent ça et qui font des horreurs. Et en fait, c'est aussi, au bout d'un moment, quand on a fait son combat et qu'on est fort et on est lourd, quoi, et qu'on est prêt à batailler pour les autres, il faut le faire, je pense. Il faut
faut aller gueuler pour les autres aussi, il faut faire des interviews. Dans une interview justement avec Lorraine Bastide, Alice Coffin a parlé du fait que 2 corps de femmes dans la rue qui se touchent, c'est politique. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça ? Ce qui est politique, c'est ce qui concerne le domaine public, en fait. Les autres, quand on est dans la rue, on est chez personne, on est chez tout le monde, et ce qui devient politique concerne en fait la société, et ça c'est une grande question par rapport aussi aux religions, par rapport au port de certaines marques, signes religieux, enfin où est la limite de la liberté en fait de chacun dans la rue. Ça c'est un grand débat, un grand casse-tête. Comment on accepte que l'autre soit comme il est, mais comme on partage cet espace, qu'est-ce qu'on en fait quoi. Sauf qu'encore une fois, la normalité qu'on a créée, elle fait que certaines choses dérangent et certaines choses ne dérangent pas. Un couple hétérosexuel qui s'embrasse et se touche ne dérange pas. Donc, est-ce que c'est pas politique ? Puisque ça dérange pas, on s'en fout. Alors que 2 femmes, comme on n'est pas encore complètement habitué, là, ça devient un débat, et là, ça dérange, et là, voilà. Donc, moi, j'ai toujours pas compris pourquoi il y avait des manifestations, des gens qui s'opposaient au mariage homosexuel, typiquement. Pourquoi est-ce qu'on perd son énergie à aller faire chier le bonheur des autres? Ça, c'est un truc que je ne comprends pas, quoi. Il y a des milliards de combats sur Terre à mener, et il y en a, leur combat, c'est empêcher les autres d'être heureux. Ça, j'ai vraiment toujours pas compris, quoi. Alors après, la question du mariage religieux, etc., c'est complexe parce que on n'a pas besoin de se marier pour afficher son amour, et voilà. Mais voilà, ça fait partie des trucs que j'ai toujours pas compris. Je vois pas comment on peut comprendre, en fait, hein. Ouais. Est-ce qu'il y a des livres, des podcasts ou des personnes qui t'ont aidé pendant ton cheminement et qui t'aident aujourd'hui à continuer cette déconstruction ? Ben oui, beaucoup. Toutes mes lectures de ces derniers temps m'ont aidé en fait dans ce petit travail quotidien et l'apprentissage quotidien. Geneviève Fraisse qui parle du féminisme dans l'art. Ça m'a fait vachement de bien. J'ai aussi vu un petit colloque d'elle au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Et là, j'ai été assez impressionnée par son féminisme, par sa posture du féminisme tranquille un peu, en fait. Parce que moi, j'avais une idée un peu surex des féministes qui ont besoin de gueuler que ça va pas. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, je me suis retrouvée face à une femme avec un parcours incroyable. J'ai eu l'impression d'être face à un combat tranquille, en fait, et intelligent, et très stratégique. Et je me suis dit, eh ben oui, en fait, n'importe quel combat... alors évidemment qu'il y a la phase de révolte, et on peut pas être tranquille tout le temps, parce que quand quelque chose nous dérange, c'est inévitable d'être en colère, enfin, voilà, pour se révolter, il faut ça. Mais par contre, j'ai compris toute la phase vraiment de combat stratégique, en fait. Et qu'on peut pas balancer à la tronche d'un mec... qui nous dérange, qui nous insupporte, on peut pas balancer des reproches, on peut pas, il va jamais l'accepter si on lui dit ça, en fait. Parce qu'il va se sentir agressé, et il est agressé. Et quand on se sent agressé, ben, on devient débile, on sait pas quoi répondre, on dit des trucs qu'on pense pas, enfin. Et du coup, ouais, je pense, ça m'a carrément, chamboulé, cette année. Geneviève Fraisse. Et puis, Mona Chollet aussi, même des fictions, des romans, des choses que j'ai trouvées magnifiques. J'ai relu de la poésie. Je pense faut se nourrir de tout, quoi. Tu m'as parlé du podcast Le cœur sur la table. Pourquoi il t'a autant touché ? Oui, j'ai pas tout écouté, mais j'ai beaucoup apprécié les premiers épisodes. Ouais, j'ai eu l'impression qu'on m'avait interviewé en cachette un peu. Là c'était par rapport au polyamour, un peu à cette manière de se libérer, justement. Alors là on est encore dans parce qu'il n'y a pas que le patriarcat à déconstruire, il y a aussi la binarité des choses dans la vie, qu'il y a un homme, qu'il y a une femme, et du coup je sais pas pourquoi on est parti du principe que il y avait un célibat et puis il y avait un en couple. Et en fait, j'ai l'impression que 99% de la planète passe son temps à être préoccupée d'être dans une case ou dans l'autre. Ou dans une case et à se sentir quand même un peu dans l'autre. Enfin, et je ne sais pas pourquoi on a décidé de créer 2 cases. Pareil, dans notre superbe normalité. Et de se préoccuper ad vitam aeternam. Et du coup, le cœur sur la table, ça parle un peu du polyamour, de
de l'épanouissement qu'il y a à accepter qu'on peut, pendant une période ou toute sa vie, mais aimer plusieurs personnes et très sincèrement et pas du tout de manière légère. Et ça sera presque une deuxième interview parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce que tu dirais à la Nina d'il y a 10 ans, aujourd'hui, avec tout ce que t'as vécu? J'aurais un peu envie de dire tu te gourres, ma pauvre fille. Parce que je pense que je cherchais constamment un regard chez l'autre, en fait. Je cherchais à plaire, je cherchais à ce qu'on me rassure, à séduire, à être rassurée dans la séduction, quoi. Mais je cherchais constamment chez l'autre, en fait. J'étais pas du tout dans mon corps, j'étais pas du tout dans ma tête, j'étais pas du tout... Mais bon, c'est normal, hein. Je pense que tout le monde a ce parcours et c'est quand même pas facile de se dire à 16 ans il faut que je rayonne pour être bien avec les autres. Enfin, on se dit pas ça à 16 ans, quoi. Et puis je pense qu'en plus, je me sentais carrément déjà bien dans mes pompes, comparé à d'autres gens peut-être, hein, mais... Non, je suis aussi fière de la Nina d'il y a 10 ans. Ouais. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a du mal à accueillir ses désirs? Je dirais de surtout s'entourer de gens bienveillants et d'amis, de famille, et qui jugent pas et qui sont à l'écoute, qui sont ouverts. Et ouais, vraiment de s'entourer au maximum, peu importe si c'est quelqu'un qu'on a rencontré il y a 2 semaines ou parfois on s'acharne à garder ses amis du collège parce que c'est ses amis du collège, mais parfois ils ont un avis complètement con et ils nous empêchent énormément d'avancer. Alors qu'on croise quelqu'un et qui nous chamboule et en fait faut foncer vers ces gens-là, quoi. Parce que c'est comme ça qu'on se construit et évidemment qu'on garde les copains qu'on garde de longue date, mais en tout cas, il faut surtout pas freiner son évolution, son chemin, et puis parfois on se barre dans un truc, puis on se dit « Oulala, en fait c'était pas du tout pour moi, je suis pas du tout punk. » Mais ouais, faut se laisser porter, quoi, pas de manière inconsciente. Je pense que ma chère sœur a dû flipper un peu quand j'étais ado, elle me voyait un peu partir dans tous les sens, mais en même temps, faut pas se mettre en danger, mais il faut explorer, quoi. Comment tu définirais ton monde rêvé? Mon monde rêvé, c'est une bonne question. Je crois qu'il y a des gens beaux, il y a des gens épanouis, des gens qui sourient, des gens qui sont connectés les uns aux autres. Un peu Sense8 en fait. Je crois que c'est assez proche de ça. Après Sense8 c'est un peu torturé puisqu'ils sont quand même tous loin les uns des autres. Enfin. Ouais, mais ils se touchent tout le temps, ils se voient tout le temps. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que c'est un monde où ouais, on se connecte comme on a tous envie de se connecter, en fait. On est tous des accros à ça. C'est juste qu'on se bourre notre quotidien de trucs qu'on est soi-disant censé faire et obligé de faire aussi, d'ailleurs, pour survivre. Mais ouais, c'est un monde où les gens sont connectés. Alors ça arrive parfois 2 minutes en 2 mois à quelqu'un et il a vécu un moment magique. Puis parfois, ça arrive tous les jours pour les chanceux. Mais je crois que c'est ça qui rythme mes journées. Quand je me sens connectée aux choses et connectée aux gens. Et... Ouais. Comment tu te sens par rapport à la PMA? Est-ce que t'aurais envie que certaines personnes qui sont contre ou qui doutent, est-ce que t'aurais envie qu'elles écoutent ou qu'elles entendent un message? C'est un sujet complexe. Parce que moi-même, je ne sais pas si un jour j'ai des enfants. Actuellement, je ne sais toujours pas comment j'aimerais en avoir. Encore une fois, j'aimerais bien que ceux qui n'ont pas leur mot à dire et ceux que ça ne concerne pas ne se mettent pas en travers du parcours des autres. Et encore, ça c'est encore vraiment quelque chose qui doit évoluer dans la tête de chacun et dans l'image qu'on a de la famille, Je pense que le chemin, il est assez énorme. Et puis surtout, ce serait bien qu'on se préoccupe des motivations à fonder une famille chez tout le monde. Et non pas le moyen de le faire, mais plutôt pourquoi on fait des enfants en fait. Et est-ce qu'on est vraiment apte à... Enfin, quelles sont tes motivations pour faire des enfants parce qu'on le sait très bien que pas besoin d'avoir été fait dans une éprouvette pour être malheureux, quoi. Il y a plein d'enfants qui ont été faits... dans les règles de l'art, du puzzle, mais qui sont pour autant pas du tout heureux, quoi. Donc voilà. De toute manière, on emmerde les autres parce qu'on n'a pas envie de faire un travail sur soi, c'est bien connu. Est-ce que t'aurais des conseils à donner pour
atteindre l'orgasme ou peut-être lâcher prise ou quelque chose qui a déclenché cette ouverture? De pas avoir, d'essayer de se débarrasser de la honte, parce que j'imagine qu'on n'atteint pas tout l'orgasme du tout de la même manière, et du coup, j'aime bien, j'imagine, je sais. J'imagine. Du coup, c'est mon côté modeste. Ouais, d'essayer de se dégager de la honte, en fait, et d'aller même à l'excès vers, de multiplier les petits trucs qui nous excitent. De pas oublier qu'on est tout seul dans sa tête, quoi. Et du coup, en fait, on peut explorer à fond dans sa tête. Alors, avec quelqu'un, c'est encore mieux et c'est encore plus... ça peut être complexe, mais... d'oser aller loin, quoi. D'arrêter d'avoir ces petites voix qui sont là, genre, oh, dis donc, non mais attends, quand même, c'est un peu bizarre ce que tu fais, genre, oh, en fait... et du coup, d'essayer de trouver les partenaires qui nous déconnectent aussi de la honte... d'aller voir des gens un peu foufous, quoi. Et du coup, après, on se dit, oh bah, si lui, il est comme ça, ou elle est comme ça, en fait, on s'en fout. Moi, je suis... d'essayer, d'approfondir les choses, de se barrer à fond dans un truc, et de s'ouvrir, Par rapport à la masturbation, je pense que... je sais pas à quoi je pensais quand j'essayais et que je poussais pas le truc très loin, il y a des années. C'est très complexe, la masturbation féminine. Purée. Je saurais même pas expliquer pourquoi j'ai pas été plus loin il y a quelques années quand je me masturbais et pourquoi là... je crois que là, j'en avais ras-le-bol, en fait. Je voulais comprendre, quoi. Et puis j'en ai surtout en parler, en fait, aussi. En parler à mort avec ses copines... On a tous besoin de cette copine qui se masturbe depuis ses 13 ans et qui a eu 6775 orgasmes et qui t'explique tout d'une manière absolument évidente. Ouais, je pense qu'il faut trouver cette copine. Ouais, ça c'est peut-être mon conseil. Même moi, de dire, mais en fait, je crois qu'en fait, j'ai pas trop eu d'orgasme. Puis c'est tout d'un coup, même quand tu dis ça à tes partenaires, ils disent, mais pourtant, je pensais que tu prenais ton pied. Et toi, t'es là, genre, mais évidemment que je prenais mon pied, mais d'ailleurs, c'était pas faux. En tout cas, avec soi-même, c'est absolument génial de découvrir quelque chose qui nous donne du plaisir et qui nous fait un peu exploser, quoi. C'est quand même... Tout d'un coup, on n'a plus besoin de personne, en fait. Donc, c'est trop bien. Merci, Nina. Merci, Juliette. Terres Intimes est un podcast produit par la plateforme Juliette fait la révolution. Il n'aurait pas pu voir le jour sans Théo Carlinet au mixage son, Didier Benetti au générique et bien sûr sans les personnes inspirantes qui osent partager un bout précieux de leur intimité. Merci Nina pour ton rire, ta vision du monde et tes engagements. Si vous souhaitez découvrir les autres épisodes de Terres Intimes ou encore les autres podcasts de la plateforme, je vous invite à vous abonner au compte Instagram Juliette fait la révolution ou à vous rendre sur le site internet juliettefaitlarévolution.com. À très bientôt.